Pinson, je suis ton chevalier servant. Oh, mais Trublion, c'est un peu con, chevalier, non? Mais pas du tout, c'est la loyauté, la générosité, le dévouement, le courage, la courtoisie. Tu n'oublies rien? Euh... Un chevalier, c'est avant tout un suicidaire qui s'ignore. Hein? C'est un gros bourrin têtu qui se bat pour un seigneur et des intérêts quitte à foncer dans le mur et y laisser sa peau. En même temps, c'est tout toi, Trublion. Georges Duby décrit l'institutionnalisation de la chevalerie qui coïncida avec l'émergence de la culture courtoise et la fixation des règles du mariage. Mais à peine la chevalerie institutionnalisée au XIIe et XIIIe siècle que le modèle commence déjà à être en crise. Et pour l'illustrer, Trublion, je t'emmène dans les Flandres à la bataille de Courtrai. Après les matines de Bruges, Les quoi? d'accord, je te raconterai les matines de Bruges. Mais pour l'heure, je vais faire simple. À l'époque, les Flandres, c'est une région richissime. C'est un amas de tisserands, de plaques tournantes du commerce, mais cela fait beaucoup d'envieux. Et alors que, jusque-là, il était dans les mains du Saint-Empereur germanique, il vient de passer dans les mains de Philippe le Bel. Mais il ne suffit pas de prendre un territoire. Il faut encore le garder. Et Philippe le Bel a depuis toujours l'art et la manière de se faire haïr. Et c'est ce qui ne tarde pas à arriver. Il est colérique, violent, manquant grandement de diplomatie et avide de fric. Faut dire qu'il a jamais un rond. D'abord, pour prendre la Flandre, il fait prisonnier Guy de Dampierre, comte de Flandre. Dans une bataille hippique? Non. Non. Guy de Dampierre a rendu visite à Philippe le Filou pour toute autre chose. Et hop, direction le cachot. Bon, d'accord. Il avait essayé de marier sa fille, Philippine, à Édouard, fils du roi d'Angleterre. Pas cool pour un vassal. Après cela, Philippe le Bel fait son entrée glorieuse en Flandre. La première chose qu'il fait, c'est lever des impôts. Beaucoup d'impôts. Et comme le comte de Flandre est en prison, les impôts vont directement dans la poche du roi. Autant vous dire que les bourgeois se révoltent. Et un beau petit matin, tous les Français sont massacrés dans leur chambre à coucher. C'est cela les matines de Bruges. On dénombre environ 8000 morts. Oups. Mais je te le raconterai plus en détail plus tard, parce que ce qui nous intéresse, c'est la bataille de Courtrai, la bataille des éperons d'or. Juste après, la ville de Courtrai est prise par Guy de Namour, le fils de Guy de Dampierre. Philippe le Bel envoie l'un de ses plus fidèles sujets, Robert d'Artois, Robert II, et toute une armée remettre de l'ordre à coups d'épée dans la gueule. Ce n'est pas la première fois que Robert d'Artois se bat contre les Flamands. Il avait dirigé la bataille de Furnes et en était sorti victorieux. Mais son fils, Philippe, grièvement blessé, n'y survit pas. Quoi qu'il en soit, le 8 juillet 1302, les deux armées se firent face. Robert d'Artois est prêt à en découdre. La légende veut que les forces en présence soient très déséquilibrées. 10 000 du côté flamand, 500 000 du côté français. Et pourquoi pas 5 millions, par qu'on y est? Tu as raison, Trublion. Mais c'est tout le temps la même histoire. 5 000 selon les flics, 500 000 selon les syndicats. La réalité, c'est plutôt 8 000 hommes de chaque côté, et pour l'époque, c'est déjà énorme. L'armée flamande est composée de gens du peuple, d'artisans, de paysans, auxquels il faut ajouter des chevaliers et des templiers. Le tout est divisé en 3 bataillons équipés de piquets flamands, et sur l'avant, des arbalétriers, et à l'arrière, des goédandag. Bon, c'est comme des piquiers, encore des gens avec des gros bâtons et des gros picots. Mais, en tout cas chez eux, pas un chevalier. En principe, le commandement est composé de chevaliers, Guy de Namur, Franck de Bruges, on ne sait pas qui, mais tous démontés. C'est-à-dire sans chevaux. Oh, je sens qu'ils vont se faire démonter. Les troupes françaises sont composées d'arbalétriers lombards, derrière des milices. Chacun des 3 bataillons sont commandés par des chevaliers à chevaux, dont Robert d'Artois, héros de notre petite histoire, accompagné de Raoul de Clermont, puis Guy de Netz et Jean de Burla, avec des chevaliers mercenaires.
La bataille commence. Les arbalétriers commencent leur partie de tir aux pigeons. Et clairement, les Flamands, ils se font défoncer la gueule. Puis le corps à corps arrive. L'armée française franchit le marécage sans encombre. Quant aux Flamands, ils passent doucement le fossé de protection. Les arbalétriers, ça se voit pas au corps à corps. Tu confonds avec les archers anglais. Là, on est en 1302. Non, ce sont des gros bourrins à l'époque. Enfin, les Français chargent. Et les Flamands? Robinson, ma connaissance de l'histoire est assez vague. Mais n'est-ce pas les Français qui ont perdu la bataille des Éperons d'Or? Ben ouais, mais Robert d'Artois, qui vient de gagner, hein. Il est pas content du tout. Ben, il se bat pour Philippe le Hel. Oui, mais la France a gagné sans qu'il ait besoin de ses braves et glorieux chevaliers. C'est la victoire des gueux. La loose. Alors ils décident de charger comme des malades. L'infanterie française se replie et les chevaliers s'avancent. Sauf que charger dans un marécage, ça ne marche pas. L'élan est brisé. Ensuite, ils passent le fossé et ils s'empalent dans des pieux. Et de nouveau, dans les pics des bataillons. L'armée flamande vacille en son centre, mais Franck de Bruges les renvoie au combat. Et au trot. Non, à pied. Il n'y a pas de chevaux du côté flamand, je te rappelle. La deuxième charge française arrive. Enfin, charge entre les marais et les pieux, et petit à petit vont se confronter à l'armée flamande. Ils s'empalent, eux aussi, dans les pics. Certains, dans l'armée française, commencent à vouloir se rendre. Mais Guy de Namur refuse. L'ordre est simple, buter tous ceux qui se portent des éperons. Pas de chevaux dans l'armée flamande, donc pas d'éperons. Ah, d'où le nom de la bataille. Bravo, Trébillon. Robert est resté seul de l'autre côté. Mais c'est un chevalier, un vrai. Il charge pour l'honneur, la gloire. Il charge comme un malade. C'est épique. Personne ne s'y attend côté flamand. Il en bousille quelques-uns. Il fonce vers le chevalier Guy de Namur. Robert capture l'étendard flamand. Ça, c'est un bon chevalier. Le reste de l'armée flamande l'encercle et le met à mort. Un bon chevalier, c'est un chevalier mort. On dénombre 700 chevaliers tués. Et là, la source, c'est le nombre d'éperons offerts à Notre-Dame de Courtrai. Donc, 700 chevaliers, dont une soixantaine de la fine fleur de la noblesse. Quant à la plèbe... On s'en fout. Et combien de prisonniers? 0. Ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux. Non, il y a des francophones côté flamand et vice-versa. Mais les Flamands, le code de la chevalerie, ils s'encarrent. La défaite de Courtrai puis de Crécy montre que la chevalerie n'est pas la garante de la souveraineté du roi. Les techniques de guerre sont modifiées, le rôle des hommes à pied grandit, Philippe le Bel élargit le recrutement des défenseurs du royaume et imagine le prémisse d'un service militaire universel. Conséquence, il prendra sa revanche à Mons-en-Pélève le 18 août 1304. En 1979, le 11 juillet, est devenue la fête nationale de la communauté flamande de Belgique. Donc tu vois, Trubillon, les chevaliers c'est comme les coqs. Ils ont beau chanter les deux pieds dans la merde, ils finissent toujours par se faire bouffer. Oh